Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre. Nous espérons que vous allez bien. Vous êtes tout particulièrement nombreux ce soir à nous suivre. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Secret Planet est un voyagiste basé à Lyon qui propose des expéditions, des voyages d'aventure et nature avec nos activités Tamérin pour le trek et les voyages d'aventure, Expedition Unlimited pour les expéditions haute altitude et polaires, et Saiga pour les voyages nature en lien avec la faune sauvage et la conservation de la biodiversité. Et pour ma part, je suis Renaud Fulbeni, je suis en charge des activités de Saiga. Alors ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Rollard. Bonsoir Christine, tout va bien pour toi? Tout va bien, merci. Alors Christine, tu es enseignante et chercheuse au Muséum national d'histoire naturelle de Paris depuis un peu plus de 20 ans. Et les araignées… 32 ans, donc ça fait quand même… 88, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 20 ans, plus de 30 ans, bien sûr. Plus de 30 ans, et les araignées sont les animaux qui sont au centre de ton travail, ce qui fait de toi une aranéologue, et j'imagine qu'on aura l'occasion de revenir sur ce terme un petit peu plus tard. Alors moi, je suis particulièrement heureux de t'accueillir parce que tu as, à mes yeux, une véritable capacité à vulgariser, à transmettre ton savoir et ton expérience au sujet d'animaux qui sont, disons-le, si peu populaires. Je crois qu'il y a environ 70% des personnes en France qui ont une peur plus ou moins importante des araignées. Et je crois qu'on peut dire que beaucoup d'entre nous préfèrent les avoir sous la semelle de leurs chaussures que devant les yeux. Pourtant, parler des araignées me semble vraiment important. Elles sont méconnues, elles sont mal aimées, mais c'est l'occasion d'aborder un autre aspect des merveilles de notre biodiversité. On a parlé assez logiquement des grands singes déjà dans les webinaires, on a parlé des ours polaires, on a parlé des loups arctiques. Mais l'occasion nous est là donnée de changer, au moins pour certaines personnes, peut-être certaines des nombreuses idées reçues que nous pouvons avoir sur elles. Avant de démarrer l'entretien dans un instant, un entretien que nous avons, toi et moi, enregistré il y a quelques jours, je vous rappelle que vous pouvez poser à Christine toutes les questions qui vous viennent en tête. J'imagine que vous en avez peut-être même déjà qui sont toutes prêtes. Donc, vous pouvez les poser pendant cet entretien en utilisant l'onglet « Questions » qui est en haut à droite de votre écran. Et je reprendrai toutes ou au moins la majorité de ces questions à l'issue de cet entretien. Et puis, vous avez également l'onglet chat qui, lui, vous permet de commenter ou d'échanger avec les autres participants. Et enfin, on a eu, juste avant de démarrer, quelques problèmes de connexion. Il semble que la connexion chez toi, Christine, aujourd'hui ne soit pas très bonne. Donc, il se peut que tu disparaisses à un moment ou à un autre. Donc, dans tous les cas, que tu sois là ou pas, à l'issue de la diffusion de l'entretien, bien sûr, de toute façon, on note les questions. Et on espère te retrouver, bien sûr, tout à l'heure. Donc, Thibaut, c'est à toi pour le lancement de cet entretien qui dure donc une vingtaine de minutes. Donc, je vous laisse à cet entretien avec Christine et, bien sûr, à vos questions. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, ce qui caractérise les araignées, c'est déjà un corps en deux parties, contrairement aux insectes où le corps est en trois parties. Souvent, on les confond avec les insectes, hein, donc c'est bien de pouvoir faire la comparaison avec les deux. Donc, corps en deux parties, 8 pattes qui sont accrochées sur la partie avant, qu'on appelle un céphalothorax, et la partie arrière, c'est un abdomen. Une petite paire de pattes supplémentaires à l'avant qu'on appelle des pédipalpes ou pattes mâchoires qui permettent à l'araignée de saisir ses proies et également pour les mâles de se différencier des femelles. Ensuite, il y a des crochets, des chélicères et non pas des mandibules comme chez les insectes, des chélicères, c'est les tiges qui portent les crochets. Et puis, elles ont des yeux simples, donc de 2 à 8, qu'elles portent à l'avant du céphalothorax. Donc, c'est vraiment le corps en deux parties, les 8 pattes, pas d'antenne, et à l'extrémité de leur abdomen, des tubes qu'on appelle des filières et qui vont permettre de produire les fils de soie, qui caractérisent les araignées, c'est la production de fils de soie. Donc, voilà un petit peu l'animal en tant que tel avec cette morphologie générale, même si la diversité des formes après est très, très, très variée.
La passion pour les araignées, elle s'est développée au fur et à mesure de mon cursus universitaire. On m'a proposé à un moment donné un sujet sur les insectes qui mangent les araignées, donc les insectes prédateurs ou parasites d'araignées. J'ai donc démarré là-dessus sans trop connaître les araignées, avec ces relations entre organismes, donc insectes et araignées. Et là, tout d'un coup, j'ai découvert le monde des araignées un peu plus, de façon un peu plus approfondie. Et ça m'a complètement passionnée. Donc, à la fin de ma thèse, donc j'ai eu mon doctorat en sciences biologiques, et à la fin, avec mon doctorat, j'étais au chômage, j'attendais un poste, et j'ai eu vraiment envie de transmettre ces connaissances sur les araignées. Et petit à petit, c'est vraiment devenu une passion. Et j'ai eu la chance d'avoir ensuite un travail d'enseignante-chercheuse au Muséum d'histoire naturelle en décembre 1988, et orienté essentiellement sur les araignées et plus sur les relations entre les insectes et les araignées. Et là, j'ai continué à approfondir complètement ces connaissances et c'est vraiment devenu un boulot passion. Mais ça a été quelque chose qui m'est tombé dessus par hasard, ce n'est pas une passion depuis toute petite. Mes recherches, elles sont surtout axées sur l'étude de la biodiversité. Donc, je fais partie d'une équipe de recherche où on n'est pas forcément sur les mêmes objets biologiques d'étude. Donc, je suis la seule à travailler sur les araignées. Il y a une autre personne qui travaille aussi sur d'autres groupes d'arachnides, qui sont les scorpions, les acariens et les pseudoscorpions. Mais les autres membres de l'équipe peuvent travailler sur des plantes ou sur des insectes. Donc, on est tous avec des objets d'études qui ne sont pas forcément orientés sur les mêmes objets biologiques, puisque je suis la seule à travailler sur les araignées. Et d'autres personnes peuvent travailler sur les arachnides, d'autres sur les insectes, d'autres sur les plantes. Donc, on est vraiment sur l'étude de la biodiversité. Là-dessus, je peux faire un certain nombre de missions sur le terrain qui me permettent d'aller inventorier, d'aller récolter et capturer les araignées dans différents endroits du monde, à partir du moment où ce sont des thématiques qui vont permettre de décrire cette biodiversité et de voir son évolution, de voir aussi des aspects biogéographiques. Donc, mes thématiques sont assez larges dans différents pays. Et même en France, puisqu'il y a encore aussi beaucoup d'études à faire en France pour connaître la biologie d'un certain nombre d'araignées, même décrire quelquefois de nouvelles espèces, même en France et même en Europe. Donc, c'est vraiment orienté maintenant sur l'écologie et la systématique. Donc, la taxonomie, l'identification, la classification des araignées. Alors, le rôle des araignées dans la nature, il est très, très important puisqu'on est à un niveau de la pyramide, de la chaîne alimentaire très, très élevé, puisque ce sont des prédateurs. Alors, elles ont bien sûr elles-mêmes des prédateurs aussi. Elles peuvent être mangées par des oiseaux, des chauves-souris, des insectes. Le plus gros prédateur de l'araignée, c'est d'ailleurs l'araignée aussi elle-même. Donc, elles servent de nourriture à d'autres animaux, donc c'est déjà très important. Et elles-mêmes sont prédateurs de beaucoup d'autres animaux, essentiellement des insectes. Ce sont des très bons insecticides naturels dans l'équilibre de la nature. Si les araignées n'étaient pas présentes, il y aurait vraiment des problèmes d'équilibre, puisque des études ont montré que les araignées pouvaient se nourrir de 10 à 20% de leur propre poids en proie chaque jour. Donc, elles mangent énormément d'insectes. Donc, le rôle des araignées, c'est vraiment l'insecticide naturel qui participe à la régulation d'un certain nombre de populations, même d'insectes ravageurs de culture, par exemple. Et elles sont bien présentes dans tous les milieux. Donc, ça, c'est aussi quelque chose de caractéristique. Et elles vont vraiment avoir un impact sur les populations de leur proie. Alors, que ce soit en extérieur et en intérieur également, puisque souvent on dit que une araignée ou la présence d'araignées dans les maisons fait que la maison est saine, puisque justement, l'araignée joue son rôle d'insecticide naturel. Les risques, en fait, sur les araignées sont importants, puisque, comme pour beaucoup d'autres organismes, il va y avoir destruction depuis pas mal de temps de milieux, par exemple, d'habitats, donc destruction de milieux humides, destruction de forêts. Or, directement, les araignées peuvent être impactées, mais elles peuvent être également impactées indirectement puisqu'elles se nourrissent de beaucoup d'insectes. Et il y a quand même eu des études qui ont montré qu'il y avait des diminutions énormes de population d'insectes
S'il y a moins de proies, en conséquence, il y a quand même moins d'araignées aussi, puisqu'elles se nourrissent principalement de ça. Et en plus, si elles n'ont plus des proies pour se nourrir, elles vont se rencontrer éventuellement plus fréquemment et déjà qu'elles pratiquent une autorégulation en se mangeant entre elles, elles se mangeraient plus entre elles. Et du coup, effectivement, il y a encore une chute de population des araignées. Donc, ce qui est important, c'est effectivement cette destruction des habitats et des milieux qu'on est en train de faire de plus en plus, malheureusement. Et puis, l'utilisation aussi d'insecticides, de pesticides, l'artificialisation des milieux. Donc, tout ça va bien évidemment impacter les araignées. Même si on n'a pas de chiffres précis à apporter par rapport à d'autres groupes qui sont plus étudiés, on se rend compte à dire d'experts que les araignées ont des populations qui, dans certains milieux, chutent quand on a fait des suivis sur un certain nombre d'années. Il est vrai que quand j'ai découvert le monde des araignées, ce qui m'a vraiment fascinée au départ et ce qui me fascine toujours, c'est cette diversité. Diversité de formes, de couleurs, parce que c'est vrai qu'on a souvent focalisé sur notre regard sur des araignées, par exemple, des maisons, celles qui sont les plus proches de nous. On a une très très mauvaise ambassadrice du monde des araignées à travers les tégénaires des maisons, des grosses un peu sombres qu'on voit le soir, etc. Donc beaucoup de choses assez négatives dans l'esprit humain, alors que leur diversité est tout autre. Il y en a des jaunes, il y en a des roses, il y en a des vertes, il y en a toutes les couleurs, il y en a un petit peu partout dans les différents niveaux de végétation, dans différents endroits. Donc, les colorations sont variées, les formes sont variées. Elles peuvent être allongées, ovales, rondes, avec des épines, sans épines, etc. Et puis, en plus, elles ont aussi une grande diversité de mœurs, de modes de vie, de comportements de chasse, de comportements de reproduction. Donc, moi, ça m'a complètement fascinée et on a toujours quelque chose à trouver, à chercher. C'est vraiment incroyable, en fait, cette diversité, cette adaptation depuis quand même 305 millions d'années que les premiers fossiles ont été découverts et attribués aux araignées. Alors, contrairement à ce qui est raconté le plus souvent sur les araignées, et qui est bien entretenu d'ailleurs aussi par les médias, par les films, etc., c'est l'aspect dangerosité des araignées. Alors, on va déjà enlever une première idée reçue, c'est les araignées sont, pour la grande majorité d'entre elles, et on est quand même à peu près à 49 000 espèces décrites à l'heure actuelle, elles sont complètement inoffensives pour nous. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas venimeuse. Souvent, la question est posée, est-ce que cette araignée-là est venimeuse? Ma réponse, elle est souvent oui. Et quelquefois, mais je n'ai juste dit qu'elle possède du venin et ce n'est pas forcément égal à dangereuse pour l'être humain, ce qui est complètement différent. Donc, le venin, il en a besoin pour manger, pour tuer ses proies, pour les paralyser et pour éventuellement, et même pour la majorité du temps, liquéfier les tissus de leur proie. Est-ce que nous avons été une proie dans les temps anciens? Non, jamais. Donc, l'araignée ne va pas aller nous attaquer comme ça, involontairement, etc., ou volontairement. C'est quelque chose qui est encore une fois dans la fiction et pas dans la réalité du monde des araignées. Donc, les araignées, elles ne vont pas venir exprès nous mordre, donc nous piquer, même la nuit, puisque ça fait partie des idées reçues. On a des boutons le matin et on attribue ça à une piqûre ou une morsure d'araignée, parce que la morsure est le terme le plus exact, ce qui en général, dans 99% des cas, n'est pas du tout dû aux araignées, mais à d'autres petits organismes qu'on a autour de nous, qui sont souvent invisibles, mais qui sont bien là, les acariens, ça peut être aussi des petits moucherons, ça peut être des moustiques, etc., ou même des réactions allergiques à un frottement, à la sueur, enfin bon, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être justement mises en avant les araignées. Donc ça fait partie des idées reçues. Donc, on peut avoir de temps en temps des morsures, mais c'est vraiment dans des circonstances très particulières où on a bloqué l'araignée. Et pour se défendre, elle peut éventuellement mordre. Et en même temps, la morsure, souvent, est sèche, sans injection de venin, puisque le venin est fait pour manger. Là, elle n'est pas dans une action de manger, elle est dans une action de défense, une réaction de défense. Donc, en plus, rarement on se fait mordre et elle n'injecte pas en général de venin. Donc, je ne vois pas où est le côté dangerosité. Donc, il faut vraiment complètement diminuer cette dangerosité. Et donc, on peut encore d'ailleurs citer
d'autres idées reçues qui sont régulièrement évoquées, où l'araignée va par exemple aussi forcément venir dans notre bouche quand on dort pour s'installer ou pour éventuellement aussi nous attaquer, etc. L'araignée n'est pas du tout attirée par cette ouverture béante qui a des vibrations qui ne sont pas forcément des vibrations de proie, hein, donc du coup, et qui est un peu humide ou qui a une certaine odeur, qui n'est pas forcément une odeur qu'elle va apprécier en tant que proie. Donc du coup, non, l'araignée ne vient pas non plus dans notre bouche et on n'en avale pas de 2 à 10 ou autre, selon les sources, le chiffre varie, donc pendant la nuit. Donc ça fait encore partie aussi des idées reçues. Donc il y en a quand même un certain nombre hein, autour des araignées. Alors dans le cadre des missions que j'ai au muséum, il y a une des missions qui est la diffusion des connaissances et qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire essayer de transmettre cette connaissance que j'ai acquise depuis un grand nombre d'années autour des araignées, et en plus en étant tombée sur un groupe qui est très, très, très méconnu. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Et là, je me place en tant que docteur en sciences biologiques, aranéologue, donc ayant des connaissances sur ces animaux, et j'essaye de faire connaître ces animaux aux gens quand je reçois, par exemple, des gens qui ont des peurs plus ou moins marquées jusqu'à des phobies très handicapantes dans leur vie de tous les jours. C'est déjà apprendre à les connaître, apprendre à connaître leur diversité, leurs mœurs, leurs réactions, se mettre souvent aussi à leur échelle. On veut toujours faire cette liaison entre l'humain et d'autres organismes, alors que dans le monde des araignées, on n'existe pas en tant que tel. Hein, elle n'est pas dans une partie de son système nerveux en train de se dire, là, j'ai en face de moi un être humain, un prédateur, oui, on est prédateurs, nous aussi, qui va m'attaquer, etc. Elle a une vision à courte distance, et la majorité des araignées, replaçons-nous à leur échelle, elles ne font que 5 mm de taille de corps. Ou 1 cm, grand maximum. Donc ça, c'est la majorité des araignées du monde entier. Donc imaginez, là, du coup, qu'est-ce qu'on est dans ce monde-là? On est juste une forme, un support éventuellement de quelque chose qui l'entoure, mais on n'est pas l'être humain en tant que tel. Donc il faut arriver, pour enlever en fait cette peur, arriver à se détacher, à couper ce lien entre l'araignée et nous, et à essayer de la découvrir de façon beaucoup plus curieuse. Donc, réactionner à la curiosité qu'on avait souvent quand on était plus jeune. Donc, actionner cette curiosité, apprendre à les connaître, ne pas faire de lien, ne pas faire de jugement de leur monde qui est différent du nôtre, et petit à petit rentrer dans cet univers qui est un univers soyeux, sensoriel, sensitif, sensible, solitaire. Là, on est sur les 5 S, entre guillemets, et apprendre à le découvrir de cette façon-là. Alors souvent, on parle de la caractéristique des araignées comme la toile. Alors ça, c'est déjà faux, puisque la caractéristique des araignées, c'est de produire des fils d'un matériau qu'on appelle la soie, avec lesquels les araignées vont éventuellement construire des pièges, des toiles, hein, pour capturer leur proie, ou effectivement aussi pour quelquefois se faire à la fois une demeure et un piège. Donc, la caractéristique des araignées, c'est la production de fils d'un matériau qu'on appelle la soie. Et ces fils de soie, c'est les seuls animaux d'ailleurs qui produisent ces fils de soie de types différents selon les usages qu'elle va en faire. Donc, une araignée peut avoir entre 3 et 6 types de glandes dans son corps, donc dans la partie arrière, dans l'abdomen, qui vont produire des fils avec des bases semblables, mais qui vont être utilisés ensuite et qui vont avoir des composants qui vont pouvoir changer en fonction de l'usage qu'elle va en faire. C'est-à-dire que le fil, dans une toile géométrique classique, on a déjà des fils qui vont servir au cadre et aux rayons, qui sortent d'une glande particulière du corps de l'araignée. Ensuite, on a des points d'accroche qui vont être une autre glande. Et on a ensuite la spirale collante qui va être produite par une autre glande avec des petites gouttelettes de glu régulières. Ensuite, l'araignée, elle va aussi utiliser des fils différents pour emmailloter les proies, par exemple, ou alors pour faire des fils de déplacement, ou alors pour entourer ses œufs. Donc, ça, c'est des fils très différents. Et le fil qu'on va utiliser et qui est étudié depuis très longtemps, parce qu'on s'est rendu compte que c'était
quelque chose de très intéressant au niveau matériaux, au niveau de son élasticité, des tensions qu'on peut mettre dessus, de la résistance, ce sont les fils de déplacement. C'est-à-dire ce sont les fils que toutes les araignées vont produire à partir du moment où elles se baladent d'un endroit à un autre, qu'elles se laissent pendre d'un support, etc. Et c'est ce fil-là qui a été étudié par un certain nombre d'équipes de chimistes, de physiciens en Europe et dans le monde. Alors, pas beaucoup, mais bon, ça prend de l'ampleur. Et on essaye de maintenant synthétiser ce fil, hein, donc ce fil qui a des propriétés très intéressantes, qui peut être utilisé pour du textile, du médical, etc. Et donc, on essaye de resynthétiser ces fils et produire ça de façon beaucoup plus industrielle. Ce n'est pas encore fait, hein, le filage n'est pas forcément évident. La plupart des gens se demandent effectivement ce que font les araignées pendant l'hiver, parce qu'on en voit moins. Mais elles sont bien là, elles sont bien présentes, mais comme beaucoup d'organismes, elles ont une activité qui est un petit peu diminuée, une activité de chasse en particulier un petit peu diminuée, il y a déjà moins de proies aussi. Mais néanmoins, elles sont bien présentes, elles sont souvent cachées. Je rappelle que la majorité des araignées, c'est quand même des araignées de petite taille qui se cachent dans des micro-habitats. Hein. Donc, du coup, elles sont bien là, elles sont quelquefois sous les feuilles, sous les écorces, au sommet des arbres. Ça, c'est pour l'extérieur, mais dans les habitations, elles peuvent être toujours dans les caves, derrière des meubles, etc. Ça ne va pas rassurer les arachnophobes quand je dis ça, mais elles sont présentes, mais moins visibles et moins actives. Souvent, il y a des araignées qui ont des cycles de vie différents, et il y a des araignées qui pondent à l'automne. Les femelles, une fois la ponte faite, meurent, et passent l'hiver, les œufs et les petits jeunes dans les cocons, donc on ne les voit pas. Après, il y en a certaines qui vont pondre plutôt à période printanière ou estivale, donc les jeunes sont déjà sortis, ils vont faire quelques mues, puisque les araignées se développent en muant, et là, c'est un stade jeune qui va passer l'hiver. Mais un stade jeune, c'est souvent de petite taille, et on le voit très rarement. Donc, les araignées sont bien présentes, mais souvent des stades jeunes ou des œufs dans les cocons. Et puis, il y en a aussi qui sont adultes, hein, qu'on peut voir bon, souvent, à la limite, pour les espèces qui sont plutôt nocturnes, ben, il faut sortir la nuit avec une lampe frontale, et on voit qu'il y a des araignées quand même aussi pendant l'hiver, moins actives, plus petites, plus jeunes, mais elles sont bien là. Hein, si on veut voir des araignées, c'est encore une fois se mettre à leur échelle. La majorité sont petites, donc il faut un peu un petit peu faire comme dans, je sais pas, Microcosmos, ou bien se remettre à leur échelle, hein, se rapetisser complètement, et puis ouvrir les yeux différemment, hein, changer un peu son regard. Ça, c'est hyper important. On change son regard. Et c'est vrai que moi, quand je vais sur le terrain, j'arrive à repérer des araignées de toute petite taille. Bon, c'est vrai que ça fait quand même quelques années que j'apprends à les regarder, mais on va vraiment travailler à leur échelle. Et dans ces cas-là, rechercher des petits micro-habitats, donc soulever une feuille, regarder sous une branche, sous un caillou, ou une petite toile qui est entre deux feuilles et qu'on n'avait pas forcément vue. Donc, c'est comme ça qu'il faut apprendre à les chercher aussi. Quand on essaie de trouver les araignées dans un milieu particulier, si on a un inventaire à faire dans un milieu, on utilise bien évidemment la chasse à vue, hein, en se mettant à leur échelle, mais on peut utiliser aussi d'autres techniques, parce que ce n'est pas forcément évident d'aller en haut des arbres ou bien dans des herbes pour arriver à les trouver. Donc, on peut utiliser plusieurs techniques, en particulier la technique du fauchage. Donc, on fauche un petit peu la strate herbacée et on récupère dans ce filet des araignées qu'on récupère ensuite avec ce qu'on appelle un aspirateur à bouche. Hein. On aspire un peu les araignées et elles tombent dans un petit récipient, et ensuite on va les récupérer, soit vivantes, soit pour les étudier en systématique, on doit les mettre dans des petits bocaux, dans de l'alcool, et les observer après avec une loupe binoculaire. On peut aussi battre les arbres, hein, donc on fait tomber en fait ce qu'il y avait dans les branchages en hauteur, dans une sorte de nappe, ce qu'on appelle un parapluie japonais. On peut aussi mettre des pièges au sol, hein, qui nous permettent de récupérer quelquefois les araignées qui se déplacent dans la nuit et qu'on ne voit pas dans la journée. On peut bien évidemment gratter aussi les écorces, récupérer de la litière au sol et puis trier tout ça ensuite au laboratoire ou avec d'autres techniques. Donc il y a quand même
des techniques de collecte et d'approche des araignées qui sont diversifiées et qu'on doit utiliser tout en commun si on veut avoir un inventaire assez exhaustif d'un milieu. Et avec justement des récupérations d'araignées qui sont souvent de petite taille. Apprenez plutôt à regarder les araignées différemment, changez votre regard et mettez-vous plutôt à leur échelle pour découvrir leur diversité de modes de vie, de mœurs, et puis essayez de les approcher de façon beaucoup plus positive et soyeuse. Christine, nous sommes revenus et tu es toujours là. Je suis ravi de te revoir. Et alors, merci encore infiniment pour cet entretien de grande qualité. Comme je le disais, tu as une vraie capacité à transmettre cette passion pour ces animaux qui finalement sont pas souvent les amis des humains, malheureusement. Et en fait, ce que tu disais, ça me fait penser au bouquin de Werber, enfin en tout cas le fait de mentionner l'environnement et le fait que finalement dans un monde d'araignées, on est très loin. Et ça me rappelle Werber qui, au sujet des fourmis, disait que pour elles, on est probablement que des doigts. Donc en fait, c'est la seule partie de nous qu'elles perçoivent éventuellement. Donc je trouve ça vraiment intéressant cette notion de se mettre à leur échelle. Oui. Et puis tu le sais, je te l'ai raconté, mais je me permets de faire raconter une petite anecdote personnelle, puisque j'avais moi aussi il y a très longtemps une vraie phobie, enfin pas une vraie phobie, mais une phobie relative des araignées, et que j'avais donc à l'époque, je pense que c'était dans les années 80, début des années 90, j'avais pris 2 mygales à la maison qui vivaient chacune dans un terrarium, et j'ai passé donc de nombreux mois à les observer avec beaucoup de fascination. Je les ai jamais manipulées, je ne voyais pas l'intérêt de les manipuler, mais par contre de simplement les observer, j'ai appris à les connaître et à les aimer. Et je peux dire aujourd'hui que j'aime beaucoup les araignées. On en a d'ailleurs une à la maison, comme tu sais, une éperdiadème, sujet de laquelle Aliénor a posé quelques questions que je te poserai peut-être tout à l'heure, mais on a énormément de questions. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour toutes ces questions. Ça va être compliqué il y en a pas mal, effectivement. Les poser, tu as vu ça. Donc en fait, il y a peut-être commencer par une qui se recoupe en fait entre une question de Sylvie qui s'ajoute à une autre d'Hervé, de Fabrice, mais aussi de Romain, sur la répartition géographique des araignées, jusqu'à quelle latitude on peut les trouver, et aussi quels sont les nombres d'espèces, autant donc en France que dans le monde. Mais a priori, en fait, on en a trouvé partout, dans tous les milieux, dans tous les pays, sauf en Arctique. Jusqu'à présent, on n'en a pas trouvé en Arctique, mais sinon, dans les autres pays, en fait, on en a trouvé. Même en Antarctique, donc il y a également des espèces. Donc, près de 49 000 espèces, c'était effectivement dans le monde, mais à peu près à 1750 espèces en France et 4700 espèces en Europe. Donc, voilà où on en est dans les connaissances. On pense qu'il y en a encore autant, si ce n'est pas 10 fois plus, à découvrir. Bien sûr, oui. Alors Hervé, la question en parlant aussi de votre taille, donc jusqu'à quelle altitude on peut trouver? On les trouve déjà au niveau des milieux, on les trouve du sol jusqu'à très très haut dans les arbres, au niveau des canopées, donc à 30 mètres, 40 mètres de hauteur. Et puis ensuite, dans tous les types de milieux, qu'ils soient surtout terrestres, mais on peut les trouver aussi dans des zones de balancement des marées. On en a une qui est aquatique, on en a des semi-aquatiques. Et puis, on peut en trouver aussi dans les déserts. On peut en trouver jusqu'à 6700 mètres d'altitude dans les chaînes himalayennes, donc qui vivent dans des sortes de petites crevasses, aussi de la nourriture. Donc, voilà où on peut arriver à les trouver, donc même sous les neiges. Et Hervé encore qui nous demande quelle est la taille des plus grands spécimens d'araignées. Ah, la taille des plus grandes. Alors déjà, on va donner une échelle, donc de la plus petite à la plus grande. La plus petite fait même pas un demi-millimètre en taille de corps. Attention, souvent les tailles sont données avec les pattes étalées. Les araignées n'ont jamais les pattes étalées, elles ont les pattes quand même qui sont articulées et souvent donc pas comme ça. Donc pour nous, ça ne veut rien dire de donner une taille avec les pattes étalées. Donc c'est à la taille du corps,
Donc même pas un demi-millimètre pour la plus petite, jusqu'à à peu près 13 cm pour les plus grosses, en taille de corps, encore une fois. Si vraiment on étalait l'araignée, une araignée de la taille de 13 cm, ça peut faire la taille d'une grande assiette en diamètre, donc autour de 25 à 30 cm de diamètre. Mais bon, ce n'est pas une donnée qui représente grand-chose à notre échelle, en tout cas. J'espère que nos amis les plus araignées sont toujours là, qu'on ne vient pas de les perdre. Mais la taille ne fait pas le danger, encore une fois. Hein, donc, ce n'est pas parce que c'est un animal de grande taille dans sa catégorie zoologique que c'est dangereux pour nous, l'homme, qui n'avons rien à voir au niveau de la taille. Oui, c'est vrai que tu le dis dans ton livre, hein, sur les idées reçues, je vais un mot tout à l'heure, mais la taille n'a rien à voir avec la réellement. Ça n'a pas de sens d'avoir peur des araignées les plus noires ou les plus grosses, et que la grosse araignée, la tégénaire qu'on voit chez nous, souvent, elle est ah oui, complètement. Elle est en général inoffensive. Hein, donc, c'est vrai que ça fait quand même, comme tu le rappelais, plus de 30 ans que je suis au muséum. J'ai eu 3 cas d'expertise à faire sur des tégénaires des maisons, hein, de morsures réelles, en plus de 30 ans. Donc, c'est vrai que les tégénaires déjà mordent rarement. On peut avoir une réaction individuelle à la morsure, hein, c'est ce qui a été le cas pour les personnes qui étaient venues me voir, donc une petite réaction individuelle, mais en général, ça ne va pas plus loin que ça. Hein. Après, il y a quelques cas dans la littérature au niveau de réaction de personnes qui ont été mordues, soit par une tégénaire, soit par d'autres espèces, qui ont montré en fait une symptomatologie médicale un peu plus marquée, et on s'est rendu compte que souvent ces personnes-là avaient quand même un terrain immunitaire qui était fragilisé déjà, hein, et donc que cette morsure avait mis en avant autre chose derrière, hein, et que c'était encore une fois pas le venin directement de l'araignée qui avait provoqué tout ça. Donc encore une fois, je diminue la dangerosité de ces araignées. Alors, en restant sur les notions de taille, Fabrice nous demande comment une minuscule araignée parvient à tendre un fil entre deux arbres qui peuvent être très distants l'un de l'autre. Ah, bah, quelle que soit la taille, de toute façon, hein, c'est vrai. Enfin, bon, pour les très très grosses, elles vont se déplacer plutôt au sol ou en se déplaçant sur les supports. Mais toutes les araignées, qu'elles soient de petite taille quand elles sont jeunes ou de petite taille quand elles sont adultes, peuvent utiliser la voie des airs pour se déplacer. Hein, donc, c'est ce que font la majorité des araignées, d'ailleurs, aussi. C'est-à-dire qu'elles émettent des fils par effectivement les tubes qu'il y a à l'arrière, les filières. Elles laissent dévider ces fils, pardon. Et ces fils, avec le moindre souffle d'air, donc, vont aller s'accrocher à un moment donné à un support. Et donc, si elle était sur son premier support et que le fil est allé s'accrocher à un autre support, ça peut être un arbre en face, hein, ben là, du coup, elle a fait son pont. Et donc, elle peut se déplacer sur ce pont et le consolider en repassant plusieurs fois. Donc ça fait partie, en fait, des ponts d'étoiles géométriques, quelquefois, qu'on peut voir entre deux arbres. Mais de toute façon, pour se déplacer, elles ont toujours leur fil au derrière. Et on voit le matin avec la rosée, ça c'est superbe, hein, et on voit très bien qu'il y a beaucoup de toiles et beaucoup de fils de déplacement dans tous les types de milieux. Donc, avec ces fils qui se déplacent, soit par la voie des airs, soit elles se déplacent d'une feuille à une autre en sautant, en se laissant tomber, et elles ont toujours leur fil au derrière. Donc, du coup, on voit ces fils ensuite. Alors, en restant dans la soie et donc pas nécessairement dans la toile, j'ai bien compris, Aliénor demande si une araignée peut manger un insecte mort qui serait tombé justement sur sa toile ou sur sa soie, ou est-ce qu'il fait un mouvement pour qu'elle puisse le détecter, ou alors est-ce qu'elle fait par hasard? Alors, en général, il y a, les araignées repèrent leur proie plutôt avec les mouvements, puisqu'elles sont, comme je le disais à un moment donné, très sensorielles. Elles sont sur les pattes, hein, ce qu'on appelle des sensorielles, qui sont mécanoréceptrices ou chimioréceptrices, et qui vont percevoir les vibrations, les déplacements d'air, les odeurs aussi, hein, donc les phéromones qui sont émises par tel ou tel organisme. Et c'est vrai que les mouvements sont importants pour elles pour repérer les proies. La vue peut servir, bien évidemment aussi, hein, mais il y a les autres sens, hein, donc les vibrations sont importantes. Néanmoins, on s'est rendu compte que certaines araignées qui faisaient des toiles géométriques ou d'autres types, hein, toiles en nappe, toiles en réseau, toiles en tube, pouvaient ensuite, quelquefois quand elles réparent ou quand elles refont
leur piège, mangeaient des restes de proies ou des proies qui étaient tombées, qu'elles n'avaient pas forcément perçues parce qu'elles étaient trop petites, par exemple, et qu'elles peuvent manger ces proies qui sont tombées là et qui sont mortes depuis. Donc ça peut arriver effectivement, hein, mais en général, il faut quand même que les proies soient en mouvement pour qu'elles les perçoivent. Bien, et alors, toujours en matière d'alimentation pour les araignées, combien de temps est-ce qu'une araignée peut rester sans manger? Et à cette période en particulier où il y a moins de qui tombent sur la on s'est rendu compte que les araignées, alors il y a quelques expériences qui ont été faites même en laboratoire, mais on s'est rendu compte que les araignées pouvaient jeûner très longtemps. Alors ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et ça a même été fait sur une année. Vraiment, c'est des animaux qui sont capables de ne pas avoir de nourriture solide pendant assez longtemps, hein, dans certaines conditions. Donc, du coup, le fait qu'elles jeûnent pendant l'hiver où il y a moins de froid éventuellement, c'est tout à fait possible. Par contre, elles boivent régulièrement. Donc, l'apport d'eau, hein, qui est indispensable à tout organisme, nous aussi, on en a besoin. Hein, et on a beaucoup d'eau dans notre corps aussi, comme d'autres organismes. Donc, ça, elles en ont besoin. Donc, elles aient un apport d'eau assez régulier, mais elles peuvent jeûner au niveau de la matière organique autre, hein, donc là, plus longtemps. Et Fabrice qui nous demande également, est-ce qu'il y a une similitude entre le fil du ver à soie et celui des araignées? Oui, il y a une similitude au niveau de la composition en particulier, parce qu'il y a une fibroïne, il y a une protéine de base, la fibroïne, qui existe chez les deux. Hein. Mais par contre, il y a d'autres éléments, effectivement, sur les fils de soie d'araignée qui sont différents de celui du ver à soie et qui vont nous donner une résistance à la tension en particulier, qui est beaucoup plus importante que celle du ver à soie, et une élasticité qui est plus importante. Donc, effectivement, au niveau résistance à proprement parler, celle du ver à soie et celle des araignées sont assez équivalentes, même si on a dit que les fils d'araignée étaient quand même beaucoup plus résistants, mais c'est parce qu'il y a une tension, un point de rupture qui est beaucoup plus important chez les araignées. Mais il y a un élément de base qui existe chez les deux. Alors, on a également deux questions de la part de Déborah sur la durée de vie d'une araignée et sur la différence entre le mâle et la femelle. Alors, durée de vie, très variable. En fait, on ne peut rien généraliser sur les araignées. Donc, je le dis souvent aussi, hein, je parle toujours des araignées au pluriel, hein, et ce n'est pas l'araignée. L'araignée, on ne sait pas ce que c'est. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait environ 49 000 espèces. Et nous, on est une seule espèce, l'espèce humaine déjà bien diversifiée. Donc, la durée de vie, elle est variable selon les espèces. Ça peut être de quelques mois, donc avec plusieurs générations dans l'année, dans ces cas-là, à la majorité des araignées du monde entier, c'est une durée de vie d'1 an, voire 2 ans, jusqu'à des durées de vie très importantes, hein, une dizaine d'années pour, par exemple, des petites mygales, ou certaines espèces autres que des mygales, même en France. Et puis, pour les plus grosses mygales, c'est souvent un peu associé à la taille quand même, on peut aller jusqu'à une vingtaine d'années, hein, dans les conditions naturelles. Alors, il y en a même qui ont vécu beaucoup plus longtemps dans des conditions d'élevage, nourris, logés, sans prédateurs, donc une durée de vie un peu plus importante. J'en ai deux individus dans mon laboratoire au muséum, 2 femelles de grosses mygales tropicales qui m'avaient été apportées par des douaniers il y a quelques années. Et il y a plus de 25 ans qu'elles sont dans le terrain. Donc, voilà, la durée de vie de certaines peut être quand même assez importante. Ouais. Alors, on a pas mal de questions qui sont liées à la peur et notamment à la manière de les garder loin de chez soi, loin de soi. Donc, je propose qu'on y revienne et qu'on les garde à la fin. Non, il y en avait une qui est très intéressante, j'essaye de la retrouver, qui est sur une liste éventuelle qui regrouperait les araignées menacées. Est-ce qu'on parle de menaces sur les écosystèmes et bien sûr, tu l'as mentionné tout à l'heure sur les araignées, est-ce qu'il y a une liste d'araignées menacées? Alors, oui, c'est intéressant aussi, j'avais vu cette question-là, effectivement. Il n'existe pas de liste d'espèces protégées, en fait, en France, à proprement parler, si ce n'est qu'on a quand même une espèce qui est en Martinique, hein, qui est endémique de Martinique, la Matoutou falès, qui est maintenant en protection nationale.
Ensuite, on a quelques espèces on a des listes rouges ou des listes d'espèces protégées dans certains pays européens. On a travaillé en France sur une liste rouge aussi, hein, donc essayer d'avoir quand même quelques notions d'espèces d'araignées qui pourraient être un peu plus regardées dans certains types de milieux. Hein. Encore une fois, pour protéger des espèces, il faut quand même avoir des données chiffrées derrière, avoir des suivis de population sur pas mal d'années. Hein. Elles ont des cycles biologiques assez importants d'une dizaine d'années pour être sûr que, effectivement, telle ou telle espèce doit être protégée. Après, on a aussi une petite mygale, qui est une mygale andalouse, qui est sur 2 conventions européennes. Donc, cette petite mygale andalouse, on l'appelle la Macrotele calpeiana, qu'on retrouve maintenant d'ailleurs avec quelques individus ponctuellement dans le sud de la France, avec les importations d'oliviers d'Espagne. Et cette espèce est sur une convention de Berne et sur la directive Habitat, parce que ces habitats ont été effectivement plus ou moins détruits. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut essayer de mettre en avant. Après, en fonction de ce qu'on connaîtra au fur et à mesure de nos connaissances sur les araignées, sur leur cycle, sur leur biologie, sur leur milieu, on spécialise beaucoup des milieux, on détruit des forêts, on assèche aussi des milieux, bien évidemment, l'impact sur les araignées, il est là. Hein. Donc, après, pour l'instant, des protections à proprement parler, il faut vraiment des suivis de population importants pour avoir des données fiables et scientifiques. Voilà, j'ai retrouvé, c'était une question d'Olivier. Moi, je me souviens de photos qui me faisaient dresser les poils sur les bras quand j'étais beaucoup plus jeune, avant d'être fasciné par ces animaux, qui étaient ces photos de femelles qui portaient des dizaines ou peut-être des centaines de petits sur le dos. Je trouvais ça vraiment... Oui. Donc là, on a plusieurs questions justement sur le nombre de petits qu'une araignée peut mettre au monde et la proportion d'individus qui survivent jusqu'à l'âge adulte. Alors, selon les espèces, encore une fois, le nombre d'œufs va varier. Hein, donc, ça peut être que quelques œufs jusqu'à des milliers, hein, selon les espèces d'araignées. En plus, chez les araignées, on a des 2 stratégies de reproduction qu'on peut observer aussi chez d'autres animaux. Hein. Une stratégie de reproduction avec peu d'œufs pondus et une protection importante. Elles les cachent ou elles les protègent, donc les femelles les protègent jusqu'à leur dispersion. Donc là, il y a pratiquement tous les individus vont arriver à un stade adulte. Mais pour la grande majorité d'entre elles qui comptent beaucoup, il y a en moyenne 1% qui va arriver au stade adulte. Hein. Il y a beaucoup d'œufs pour peu, en fait, ensuite, d'individus qui vont atteindre le stade adulte, puisqu'il y aura énormément d'obstacles pour arriver jusque-là, hein, puisqu'elles servent aussi de nourriture à d'autres animaux, elles peuvent se manger entre elles, puis il va y avoir des conditions extérieures qui vont pouvoir jouer aussi. Donc, c'est 1% qui arrive au stade adulte. Donc, ce n'est pas la peine de quand on voit, par exemple, des fils de la Vierge au moment de la dispersion de tous les jeunes au printemps ou à l'automne. Donc, il y a des recouvrements très importants de fils de soie d'araignée au moment de la dispersion. Mais là encore, très peu arriveront au stade adulte. Une question qui peut peut-être mettre en lien avec ce que tu viens de dire, une question de Rémi qui demande s'il existe des espèces d'araignées vivants. Pardon, je n'ai pas entendu la question là. Il y a eu un petit écho pour toi. Des espèces qui vivent en groupe. Ah oui. Il y a sur les 49 000 presque espèces, on a une vingtaine d'espèces qui potentiellement sont dites. Il y a le chat aussi qui est sur la table, qui vivent en communauté, hein, donc qui se rassemblent sur des grands tissages de soie et qui peuvent capturer des proies beaucoup plus petites. Donc c'est souvent d'ailleurs de petite taille, hein, qui font à peu près 1 cm grand maximum et qui vivent par centaines, milliers sur ces nappages de soie avec une prise de proie en commun, quelquefois des nurseries communes, mais il n'y a pas de hiérarchisation comme dans des sociétés de fourmis, de termites ou autres. Une question de Luna. Désolé pour l'écho, hein. C'est pas
demande si les araignées d'extérieur peuvent survivre en intérieur et inversement. Donc là, on a notre acadème. Bah oui, oui, oui. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mettons-nous à leur niveau. Il y a des espèces qui vivent dans des endroits abrités, d'autres dans des endroits ouverts, d'autres dans des feuillages. Et puis celles qu'on trouve donc à l'intérieur de nos habitations, c'est parce qu'elles vivent dans des endroits abrités, hein. On peut les trouver éventuellement dehors dans des endroits abrités aussi, hein, donc sous des pierres éventuellement, dans des creux de rochers, dans des troncs d'arbres, etc. Donc on leur offre des endroits pour pouvoir s'abriter, elles y vont. Donc bon, si on les remet dehors, ce qui n'est pas à faire normalement, hein, donc c'est les accepter quel que soit l'endroit où elles sont. Elles sont dans leur micro-habitat, hein, donc de toute façon, encore une fois, comme je le disais dans l'interview, on n'est rien, on n'est qu'un support, hein, pour elles. Et du coup, laissons-les un peu partout. Donc, celles qu'on met dehors, à un moment donné, vont rechercher un endroit abrité, ça peut être de nouveau notre maison ou celle du voisin, hein, mais celles qui sont dehors, de temps en temps, peuvent venir effectivement en errant dans l'habitation, mais c'est souvent dans ces cas-là plutôt des hôtes temporaires plutôt que des hôtes permanents. Une question de Grâce qui demande si, pour les araignées qui vivent longtemps, elles sont capables d'apprentissage. Non, il n'y a pas d'apprentissage chez les araignées, hein. Donc, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui naissent, les femelles sont mortes, hein, puisqu'elles ont pondu, elles ont fait plusieurs cocons souvent, et elles meurent après la ponte. Donc, les jeunes sortent, il n'y a aucun apprentissage, et au niveau génétique, c'est défini, ça va être une espèce qui va soit faire une toile, soit pas de toile, de chasser d'une certaine façon. Et donc, la durée de vie n'a rien à voir avec ça, hein. Donc, il n'y a pas d'apprentissage chez les araignées. On ne peut pas non plus les apprivoiser, d'ailleurs. C'est une question qui, quelquefois, est posée. Il n'y a pas de possibilité d'apprivoiser une araignée. Alors, on a deux questions de Maëlle et Ginette qui probablement n'aiment pas trop les araignées, qui demandent, et tu as partiellement répondu à ces questions, mais comment faire pour qu'elles ne pénètrent pas dans le domicile? Et puis, une fois qu'elles y sont, comment faire pour les mettre dehors? En fait, on ne peut pas les empêcher de rentrer, je suis désolée, hein, mais bon, si ces personnes veulent éventuellement venir me voir quand les conditions seront un petit peu différentes, il n'y a pas de souci, hein, pour essayer de changer un peu son regard. Mais il n'y a pas de répulsif, contrairement à ce qui peut être raconté aussi sur certains sites. Donc, souvent, elles sont de petite taille, elles peuvent rentrer par n'importe quelle ouverture. Et la majorité du temps, vous ne les verrez jamais. De toute façon, c'est des hôtes et des colocataires qui sont très discrètes. Donc, il n'y a pas de moyen pour les empêcher de venir, de toute façon. Après, pour les mettre dehors, encore une fois, l'idéal est de les laisser tranquilles et de vivre à leur côté en équilibre, de les aimer ou pas les aimer, ce n'est pas le problème, mais c'est accepter qu'il y ait d'autres organismes autour de nous, quel que soit l'endroit où on est. Et puis, les remettre dehors, si vraiment on n'y arrive pas, c'est d'utiliser un récipient, pas de les prendre avec la main parce que vous les agressez, c'est là le prédateur. Vous les agressez, donc pas physique, il ne faut pas le faire physiquement, mais avec un bol, avec un verre, et puis on met quelque chose par en dessous et on les déplace sur le balcon éventuellement ou dans le jardin. Mais ce n'est pas ce que je préconise, hein, encore une fois. Il y a une question de Romain qui demande si les meilleurs moyens pour les étudier et les identifier, c'est de les tuer. Oui. Continuer à décrire la diversité qui nous entoure, à décrire les espèces, à connaître un petit peu justement leur cycle, leur biologie. Il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas sur les araignées. Donc on peut faire des élevages, hein, pour observer des choses comme ça, mais identifier, la majorité étant petite, il faut regarder des caractères très précis avec une bonne loupe binoculaire ou avec un microscope. Donc il ne faut pas que ça bouge. Il faut, je vous dis, c'est vraiment très, très fin. Donc, du coup, c'est ce que j'étais obligée de faire si je voulais continuer dans ce métier, d'enseignante-chercheuse spécialisée sur les araignées et en étant plutôt dans la classification, dans l'identification, hein. Je ne les tuais pas quand je faisais ma thèse, hein, je les observais, mais là, j'étais obligée de le faire. Donc, ça a été effectivement quelque chose de difficile au départ, mais si je voulais continuer, il fallait que je le fasse.
On ne peut pas faire autrement que de tuer. Et c'est le cas pour beaucoup de petits organismes, beaucoup d'insectes aussi, beaucoup d'autres organismes. On est obligé de les tuer pour pouvoir continuer à en apprendre plus et à les identifier. Deux questions également de Sébastien et de Luc qui se recoupent sur ce qui pourrait être une espèce qui te fascine plus qu'une autre, ou une espèce préférée, et notamment un comportement de chasse aussi qui aurait pu particulièrement retenir ton attention. Espèce protégée, c'est difficile hein, parce que c'est tellement diversifié. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'aimais bien les araignées crabes qui font de la chasse à l'affût sur les fleurs, en particulier certaines qui changent de couleur en fonction de leur support, les araignées caméléons. Donc il y en a une qui s'appelle la Misumène variable, la Misumena vatia, donc que je trouve très jolie. Mais bon, depuis, j'ai découvert aussi les araignées sauteuses, j'ai découvert tout un tas d'autres araignées. Et au niveau des comportements, c'est vrai que je suis assez attirée par différents types de comportements de chasse. Et en particulier, quand j'ai commencé, j'avais lu des choses sur une araignée qu'on appelle l'araignée gladiateur ou l'araignée rétière, qui n'est pas une araignée européenne, hein, qui est tropicale. Et la première fois que j'en ai vu une, c'était avec un collègue qui peut-être est à l'écoute là, quand on est allé en Guadeloupe et on a découvert un soir cette araignée gladiateur que dans des bouquins. Donc, qui jette un filet sur ses proies la nuit, hein, ça fait vraiment un flash bleuté dans la nuit. Et on était fous de cette araignée. Donc, c'est vrai qu'après, dans d'autres endroits, j'ai essayé de regarder s'il n'y avait pas ces araignées gladiateurs qui n'ont pas des couleurs très marquées. Elles sont marron, elles sont nocturnes, avec des gros yeux. On les appelle aussi les as d'ogre, mais avec une technique de chasse quand même très particulière, hein, comme le gladiateur qui lançait son filet sur ses adversaires. Très bien, Christine. Bon, il nous reste encore 5-6 minutes. Hein. Je crois qu'on va bien en profiter. Il y a encore de nombreuses questions. C'est même difficile de parvenir à faire un point. Il y a une question de Malika là, qui est intéressante, que Malika vient de poser, qui demande si les démoustications intempestives, comme elle dit, elle subit en Camargue, avec des effets néfastes sur les populations d'abeilles et de libellules, a également des effets néfastes sur les araignées. Encore une fois, tout est lié. Hein, moins de proies, si les prédateurs n'ont plus autant de proies à se mettre sous la dent, ça va impacter, même si effectivement les araignées sont capables de jeûner. En même temps, démoustication avec des produits, ça va aussi impacter directement les araignées de toute façon, puisque bon, si elles boivent régulièrement, si elles boivent des endroits où il y a eu de l'insecticide, bien évidemment, elles vont s'infecter elles-mêmes. Donc, il y a bien évidemment des impacts à ce niveau-là, ça c'est sûr. Alors, on est dans la conservation, donc j'en profite pour une question également de Fabrice, qui, je sais, connaît bien l'Arctique. Il n'y aurait donc pas d'araignées en Arctique, comme tu disais tout à l'heure, mais des araignées loups commencent à s'y développer de plus en plus, car il y fait de plus en plus chaud. As-tu des infos à ce sujet? Les araignées loups se développeraient plus? Non, pas forcément celles des araignées loups. Hein. Y a pas moi, je n'ai pas d'infos à ce sujet. Je ne sais pas où ça a été vu. Elles ont toujours été présentes et bien présentes. Il n'y a pas d'article à mon… Non, l'Arctique. D'accord. Arctique. Oui, mais en Arctique, a priori, on n'a pas observé d'araignées au pôle Nord jusqu'à présent. Hein. On en a vraiment en Antarctique, mais après, je ne comprends pas trop en fait par rapport à la question. Et en particulier au niveau des araignées loups, en fait, il n'y a pas eu d'articles là qui ont été faits sur une croissance plus importante. Bien évidemment, ce qu'on constate avec le réchauffement et les modifications globales qui existent à l'heure actuelle, c'est qu'un certain nombre d'espèces d'araignées ont des répartitions qui vont changer. Et puis, on a un certain nombre d'araignées qui ont été plutôt méridionales et qui vont maintenant se retrouver un peu plus au nord de leur répartition par rapport à avant. On me montre quelque chose.
c'est l'article. Ah ben voilà, donc. Une information en direct. Voilà, j'ai la chose en direct. Hein, j'ai mon mari à côté qui me montre l'article. Le réchauffement de l'Arctique favorise la reproduction des araignées loups. Je ne vois pas les auteurs de l'article. Fabrice, bah, écoute, il nous l'envoie là à l'instant. Tu pourras voir le lien de la Royal Society. Donc, ça semble sérieux d'après le lien que je vois. En effet, tu seras plus à même de creuser. Alors, ils ont peut-être fait, il faut vraiment voir l'étude, parce qu'ils ont peut-être fait quelque chose sur uniquement ces espèces-là, et du coup, vu qu'il y avait une augmentation de la répartition et de la présence. C'est peut-être noté pour d'autres, hein, donc peut-être que c'est focalisé sur ce groupe-là. Donc, à voir. Hein, je ne peux pas faire l'analyse comme ça en direct sans avoir lu l'article. Oui, merci Christine. Alors, juste avant qu'on termine peut-être avec 2 questions intéressantes pour la fin, Romain demande si tu as donné ton nom à une nouvelle espèce d'araignée ou peut-être si tu as toi-même découvert de nouvelles espèces d'araignées. Alors, j'ai découvert des nouvelles espèces d'araignées. Notre collègue a des ruptures là. Et ben, je vois qu'on a perdu Christine. Bon, bah écoutez, elle risque de mettre un petit peu de temps, comme tout à l'heure, à revenir parmi nous. Donc, simplement, peut-être pour terminer, en réponse à une question de Luc qui demandait quelles idées cadeaux Christine pouvait être. Ah, tu es revenu. Bon, une petite coupure. Donc, je disais juste que quand on décrit une espèce, on ne donne pas son nom. Il ne faut pas non plus exagérer. Donc, on donne un nom et après, on est l'auteur et la date de détermination. Donc, par contre, j'ai des araignées qui m'ont été effectivement dédiées par d'autres collègues. Donc, oui, il y a des araignées qui s'appellent lardées, mais qui ont été données par d'autres collègues. Et puis, celles que j'ai déterminées moi-même, donc, on leur a donné selon des caractéristiques géographiques ou morphologiques un certain nombre de noms. Donc, oui, j'ai décrit quelques espèces. Bien, et pour finir, Christine, donc une appropriée de demande, donc, mentionné en retour. Si tu peux nous suggérer des cadeaux pour Noël, par exemple, puisque effectivement, ça fait un peu, je pense, le bilan d'un. Alors, il y en a bien d'autres, hein, peut-être des idées reçues, mais bon, au moins une 50aine d'idées reçues avec voilà, des argumentaires scientifiques derrière, biologiques, et j'espère faciles à lire. Hein, et puis, ben, il y a aussi Fascinante araignée, hein, qui est un autre bouquin qui est avec des belles photos d'un photographe. Et pour ceux qui, effectivement, dans la liste, posaient des questions qui n'étaient pas très à l'aise, c'est Je n'ai plus peur des araignées que j'ai coécrit avec un psychologue, Abdelkader Mokedem, et qui est assez récent aussi, hein, c'était fin 2018, qui peut permettre d'aider déjà dans l'approche. Voilà. Si des fausses, c'est vraiment aller de cadeaux de Noël, là, pour mieux connaître les araignées. Bien, bah écoute, merci infiniment, Christine. Merci à vous, merci à toi. Ouais, d'avoir été parmi nous. Je remercie, désolé encore pour le son, qui n'est vraiment pas bon, merci pour la partie technique et Clémentine pour la partie communication de cet événement. J'espère que vous ne passerez pas la soirée à chasser les araignées. Je vous souhaite une journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.